Alors, cette analyse questionnera les symboliques érotiques de la femme-machine à travers la créature robotique et la cyborg. Alors, ces génoïdes ne seraient-elles que la représentation d'une forme, continuerait en fait la représentation d'une forme d'assujettissement féminin, un idéal à conquérir, ou peuvent-elles connaître une figuration d'un autre type? Et finalement, quel type d'érotisme découle des idéologies transhumanistes, en tous les cas un essai d'analyse ou une proposition en tout cas. Alors, je m'intéresse entre autres à Lascaux et à son ouvrage dans Le monstre dans l'art occidental, qu'il a écrit en 1973. Il tente une classification des types de monstres et de leur figuration. L'auteur s'inscrit donc dans une démarche cartésienne et taxinomique. Moi, je ne vais pas m'intéresser évidemment à toutes les formes de monstres, de toute façon on n'aurait pas le temps, mais je vais m'intéresser aujourd'hui à la figuration du premier ordre des monstres, à savoir les monstres par confusion de règne ou de genre, et plus particulièrement ceux relevant de l'animation de l'inanimé, avec les fembots. Alors je ne sais pas s'il faut dire fembot ou fembots, je ne sais pas comment il faut le prononcer, alors je vais dire fembot, puis voilà. Mais aussi au quatrième ordre des monstres, à savoir les monstres composites, et plus particulièrement ceux combinant l'organique avec des éléments inanimés, avec donc la figure du cyborg, de la cyborg. Alors je vais commencer un petit peu autour de la femme robot. Donc partant de personnages tels Futura, elle a plusieurs noms, moi j'ai choisi Futura, dans Metropolis de Fritz Lang en 27, jusqu'à Ava, donc personnage dans Ex Machina d'Alex Garland, en passant par les Stepford Wives, donc film inspiré de l'œuvre d'Ira Levin. La femme robot s'organise autour d'une figuration érotique qui semble inscrite dans une logique du rapport entre le créateur et la créature, représentation robotique d'une Galatée technologique qu'un Pygmalion, ayant troqué son marteau et son burin contre des outils NBIC, la femme robot est la femme idéale, c'est-à-dire sexy, stupide et obéissante. L'on pourrait comparer cette relation à celle d'Adam et Ève, d'autres en ont parlé plus tôt, étant fabriquée à partir d'une côte de son double masculin. Elle est la chair de sa chair, elle est faite juste pour lui. J'ai envie de proposer que la créature peut être masculine, le golem, la créature du docteur Frankenstein ou aussi César dans le cabinet du docteur Caligari sont peut-être davantage des extensions de leur créateur. C'est-à-dire que la créature masculine serait un double monstrueux assouvissant les angoisses et les désirs de vengeance, les pulsions en fait, de force d'action de leur créateur, leur conférant ainsi un pouvoir surhumain, voire divin, puisque ce créateur leur a donné la vie et que leur vie est plus impressionnante que celle de la vie du créateur. Alors que la femme créature est là pour combler le manque de compagnie, pour rendre service, pour prendre le rôle de compagne. Et si je reprends Bataille dans l'ouvrage L'érotisme en 57, nous sommes des êtres discontinus et l'érotisme est la réponse en fait, est l'expression de ce besoin de retrouver une continuité perdue ou jamais acquise. Alors la femme robot serait une espèce de pansement érotique à la solitude du savant enfermé dans son laboratoire, jusqu'au geek qui est sans contact humain avec le sexe opposé dans son bureau ou peu importe où. Nouvelle forme de laboratoire, bref, de son créateur fou, et je fais exprès évidemment d'employer des clichés aussi pour décrire ces savants. Alors toujours d'une beauté étrange, ses proportions sont parfaites, elle est serviable et docile, elle est transparente jusqu'à laisser voir des parties de son dispositif technologique, elle est programmée pour être cette compagne idéale, et puisqu'elle est non humaine, puisqu'elle n'a pas de sentiments ou de mémoire réelle, pas de passé, puisqu'elle est réparable, jetable et remplaçable, sa mise en esclavage, son asservissement semble acceptable. Nous parlons donc de l'image de base de la femme robot, de cette pureté, de cet idéal chrétien peut-être qu'elle contient, et de l'accouplement licite, de ce mariage entre l'homme et son idéal qu'elle permet. Dans les divers scénarios pourtant, la gynoïde veut gagner son humanité et donc sa liberté. Elle veut sortir du dispositif de sa programmation. Devenue incontrôlable, elle échappe à son créateur, raison pour laquelle il faut la détruire, avant qu'elle ne s'en prenne à l'humanité entière pour assouvir sa soif de liberté, réclamer le pouvoir et bouleverser l'ordre établi. Alors, outre le châtiment divin qui viendrait réprimander l'outrecuidance en fait, du créateur, qui se serait pris pour Dieu, la femme bot est aussi à la base une figure de la créature maudite. Donc de femme idéale, elle devient femme fatale.
Mais si c'est cette malédiction, dans le fond, qui pousse la machine à se déterritorialiser, à changer complètement d'axe d'action, à devenir peut-être cet esprit frappeur, n'est-ce pas un moyen finalement de déculpabiliser son créateur de la tournure des événements, puisque cette tournure est fataliste, puisque la créature est maudite à la base. Alors cette émancipation recherchée par la machine vers une nature plus humaine questionne aussi la nature de la créature, tout comme elle questionne le rapport de la femme à la nature à laquelle elle est quand même associée depuis longtemps. Je fais un petit écho à Marinetti qui associe énormément la femme à la nature, l'homme à la culture et à la technologie. Et donc cette nature-là, à laquelle donc elle a toujours été associée, en tout cas depuis longtemps, et qui doit donc, cette nature, être contrôlée, appréhendée, réduite au minimum dans le déferlement de sa violence, et dont les facteurs de hasard doivent être maîtrisés. Alors, des partenaires robots sexualisés, des vrais, pas dans des films, les Real Dolls devraient arriver sur le marché en 2007, on en entend quand même parler depuis quelques années. Il y a entre autres un collectif anglais de chercheurs d'ailleurs qui s'insurgent quant à leur prolifération et des désastreuses conséquences qu'ils y voient pour l'image de la femme. Vous pouvez aller voir sur le site Campaign Against Sex Robots, je m'excuse pour mon très mauvais accent. Et alors d'autres personnes, par contre, par exemple David Levy, dans son livre Love and Sex with Robots, pensent que nous pourrons les épouser d'ici 2050. D'autres figures de psychanalyse, comme Helen Driscoll, proposent que de toute façon, toute la sexualité d'ici 50 ans aura changé par l'arrivée finalement de ces androïdes dans nos vies quotidiennes. Et elle s'en réfère à toute l'évolution sexuelle du XXe siècle pour dire qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête aujourd'hui. Alors maintenant, je vais aller un peu plus vers la cyborg, qui appartiendrait donc plutôt, je pense en tous les cas, à la figuration du 4e ordre des monstres, donc les êtres composites. La fonction du monstre composite est à la fois d'amener une forme de chaos dans un monde ordonné, moral, sexuel, religieux, social, mais aussi d'offrir la possibilité de trouver un ordre dans le chaos grâce à la combinaison fonctionnelle et reconnaissable de ces éléments constituants. Par exemple, la figure de la chimère, ça peut paraître cohérent, son corps est très cohérent malgré le fait qu'il est fait de parties disparates. La particularité érotique des êtres composites est depuis longtemps associée à l'hermaphroditisme, c'est-à-dire l'être qui ne choisit pas de sexe, là je me réfère à la lecture de Foucault, l'être qui ne choisit pas de genre, qui donc ne choisit pas une place clairement définie, codifiée et structurée dans la société, c'est un être, une créature qui ne se soumet pas aux lois de la nature, mais qui ne se soumet pas non plus aux lois de la culture, et qui n'est pas donc genré peut-être à l'inverse des androïdes. Alors, le cyborg, organisme cybernétique, est un être hybride donc entre l'organique et l'électromécanique. Alors, je pose la question, donc dès lors que les cyborgs sont faits de microdispositifs ajoutés à l'individu organique, ou bien qu'ils soient imbriqués dans un macrodispositif d'échange numérique universel, il est possible peut-être de les rapprocher du principe de continuité. Bataille lui suggère donc dans son ouvrage que le principe de continuité appartient au domaine du divin, puisque nous, les humains, sommes discontinus. Et le cyborg donc serait une transgression dans la chair, de la chair humaine pour tendre au divin. Et les utopies transhumanistes qui rêvent d'atteindre l'immortalité par la dématérialisation de nos corps et le voyage de nos esprits sous forme de data appuient probablement cette proposition également. Alors, une étude s'intéressant à la reproduction des discours clivant justement ce rapport entre femme, nature et homme, culture est proposée par Tudor Balini-Steanu, excusez-moi, je ne dis pas bien, en 2007, dans la revue Feminist Studies, sous le titre The Cyborg Goddess, Social Myth of Woman as Goddess of Technologized Otherworlds. Alors, il y décrit une reproduction des schémas justement dualistes dans certains films de science-fiction à travers la figure de la cyborg goddess, surtout en prenant l'exemple dans Star Trek First Contact et de 96. Et donc, il critique en fait cette éternelle association de la femme, même cyborg, à la nature, comme une nouvelle figure de la sorcière finalement, face au warrior hero masculin figurant la culture, le progrès et la conquête. Alors, d'un point de vue transhumaniste, l'hybridation de l'organique et du technologique jusqu'à la dématérialisation permettent l'expérience d'une identité multipliée puisqu'elle est désincarnée. Donc, cette multiplication d'identités, cet hermaphroditisme de l'être composite peuvent symboliser des vecteurs d'émancipation. Je ne vais du coup pas aller
beaucoup plus loin, mais il y a Donna Haraway évidemment avec son Cyborg Manifesto. Je reprends juste quelques mots qu'elle prend pour décrire la cyborg. Elle la décrit comme un être hybride, une chimère protéiforme qui va finalement contrecarrer la culture et s'en servir pour transcender, pour sortir de l'unité et de la pureté. Donc avec tous ces mots, hybride, chimère, protéiforme, le cyborg et le transhumain sont une nouvelle figuration peut-être du monstre monstrare monere, c'est-à-dire ils montrent par l'incroyable échange d'informations qu'ils impliquent, selon les limites de leur dispositif, et évidemment merveille, prodige, monstrum de technologie, utopie presque divine d'une immortalité conquise. Et je vais conclure en proposant peut-être que par l'interconnexion systématique et la dématérialisation des corps permettant l'échange universel de soi sous forme de data, le transhumain peut rejoindre une conception des relations humaines comparable au principe d'une orgie, où l'on y trouve et on retrouve aussi le principe érotique du sacrifice, donc de l'offrande de sa chair au profit du collectif numérique et de l'expérience d'un corps multiplié interchangeable, n'ayant plus besoin de clôture, là je me réfère à Brulotte et le dispositif orgiaque, pour exister. Voilà.